Hello! Bon, je sais pas si ça a marché, j'ai voulu la faire à la Squeezie. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que vous m'entendez bien dans le chat? Dites-moi un peu, toujours les mêmes réflexes, vous savez, les mêmes réflexes de Twitch. Est-ce que tout fonctionne pour vous? Ok, parfait. Alors aujourd'hui, on va vous parler, la caméra elle est là, je vais vous parler, comme vous le savez, d'intelligence artificielle et je vais notamment vous parler de comment générer des œuvres d'art avec l'intelligence artificielle. On accueillera en deuxième partie aussi un collectif d'artistes qui vend ces œuvres d'art générées par l'intelligence artificielle. Et quand je vous dis vendre ces œuvres d'art, c'est pas les vendre 100, 200, 300 euros. Non, eux, ils ont des records, je pense. Ils ont vendu notamment une œuvre d'art à 400 000 euros avec Christie's. Ils vont nous expliquer tout ça. On va voir un peu toute la démarche. Et dans la première partie, là, je vais vous expliquer toute la technique derrière cette génération. Peut-être des autres, si ça va revenir. On va partager tout de suite l'écran. Let's go. Graven, si tu peux me partager l'écran et me mettre sur le côté, ça serait cool. Ok, parfait. Alors, je vais vous parler de donc comment générer des œuvres d'art avec l'IA et les revendre en NFT. On va partir d'un constat simple. Déjà, on n'a que 1 heure. 1 heure, déjà, c'est beaucoup quand on voit tous les autres talks qu'il y a eu précédemment. Mais on n'a que 1 heure. D'accord? Je ne vais pas pouvoir non plus rentrer trop dans les détails. Le but du jeu, c'est que ça, non, chez moi aussi, bug. Bon, alors, tous ceux qui disent bug, on va les ban. Non, si c'est OK pour tout le monde, ça marche. Donc, bien sûr, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais le but du jeu, c'est vraiment que vous sortiez de ces 1 heure en comprenant un peu les techniques qu'il y a derrière cette génération d'œuvres d'art, notamment les techniques d'intelligence artificielle. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais essayer de repartir aussi un peu de la base, mais pas trop non plus, parce que sinon, malheureusement, je ne pourrais pas dire de choses intéressantes. Mais je vais essayer de faire un truc équilibré, même pour ceux qui connaissent rien du tout. Je vois des têtes que je connais dans le chat. Et vous inquiétez pas, cette présentation, elle est faite normalement pour être accessible à tout le monde. Si jamais vous avez des complexités ou si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me dire dans le chat. On est bon, ça bug pas trop, ça marche super. Ok, let's go. Alors déjà, qui je suis enchanté. Moi, du coup, je suis ingénieur en intelligence artificielle. J'ai une chaîne YouTube des Fun Intelligence. Je m'appelle Anis. Je suis ingénieur de formation. Avant de travailler en France, j'ai travaillé aux États-Unis comme ingénieur de recherche à San Francisco. Après, j'ai travaillé dans des boîtes de conseil en France. J'ai travaillé dans des grands groupes en France. Aujourd'hui, j'ai mon poste, donc c'est mon métier que de faire ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Et ça fait à peu près 2 ans maintenant que j'ai démarré ma chaîne YouTube où je parle d'intelligence artificielle en partant d'un constat simple, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup et quasiment que du contenu en anglais. Et donc, on est quelques-uns à avoir démarré des chaînes YouTube qui parlent de machine learning, d'intelligence artificielle. Je suis pas le seul. Donc, vous pouvez me retrouver sur YouTube, des Fun Intelligence, sur Twitter, Twitch, Instagram, partout. D'accord. Et je vous ai mis un lien ici, totem.page, qui est ma startup. Grosso modo, le but du jeu, c'est de faire l'équivalent de Linktree. Mais bref, tout ça pour dire que vous pouvez retrouver tous mes liens aussi sur cette page internet. C'est un peu bizarre parce que je sais que je suis pas sur mon Twitch, mais j'ai l'impression de faire une vidéo YouTube. Mais j'espère que ça va aller. Si tout va bien, on continue. Tac. Alors le plan, on va voir les différentes techniques pour générer des œuvres d'art. Je vais notamment vous faire une démonstration de 2 expériences que j'ai réalisées, d'accord, donc que moi j'ai codé, et on va faire une discussion avec Obvious, qui est donc le collectif d'artistes qui revend des NFT, enfin qui vend des NFT, mais qui peut aussi en revendre. C'est le principe des NFT. On va vous expliquer tout ça dans une deuxième partie. Alors déjà, l'art, qu'est-ce que c'est l'art? D'accord? Alors moi, je suis pas artiste, entre guillemets, mais je pense que tout le monde peut être artiste du moment à ce qu'il veut créer quelque chose. D'accord? Et la définition, moi j'aime bien cette définition très simple, moyen d'obtenir un résultat. Voilà. Bonne journée. Non, plus sérieusement, si vous voulez créer quelque chose, je pense que vous pouvez vous définir comme artiste si vous comptez avoir un écho, une résonance chez la personne qui va voir ce résultat. Est-ce que les codeurs sont des artistes? Vous avez 4 heures. Prochaine question au bac de philo. Alors l'art, ça peut prendre plusieurs formes. Là, ça peut prendre notamment des formes comme la peinture, comme la Joconde, mais aussi des formes de sculpture, comme ici la Vénus de Milo, ou encore des formes musicales. D'accord? L'art, la musique est une œuvre d'art. Pour ceux qui ne reconnaissent pas, je sais pas, vous n'allez pas souvent dans les musées, mais c'est évident quand même, c'est la cinquième symphonie de Beethoven.
Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Là, vous pouvez me dire. Eh bien, en fait, très simplement, pour générer une peinture, on va utiliser quoi comme outil? On va utiliser des pinceaux. D'accord? Pour générer une sculpture, on va utiliser un burin, par exemple. Pour générer de la musique, on va par exemple utiliser un piano. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle catégorie. Pour générer des œuvres d'art, on peut aussi utiliser un ou des GPU. Voilà, tout simplement. Et c'est exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Désolé, je lis le chat en même temps et je bois de l'eau. Ah oui, et en plus, Ségolène, juste avant moi, elle vous a parlé de générer de l'art avec des CSS. Et ben pareil, en fait, le CSS, ça peut aussi être un outil pour générer des dessins, tout simplement. Donc on est dans la bonne lignée. GG Gravel pour la programmation. Alors, là, ce que vous voyez sur la gauche ici, c'est le fameux tableau que les artistes qui vont venir nous voir après ont réalisé et ont revendu pour un peu plus de 420 000 dollars chez Christie's, d'accord, en s'accompagnant de Christie's, pardon, pour revendre ce tableau. À mon avis, vous en avez dû entendre parler dans l'actualité. Mais on va aussi générer d'autres œuvres d'art. On peut par exemple prendre des tableaux qui n'ont strictement rien à voir et leur appliquer des styles, d'accord, pour les transformer. Je vais notamment vous expliquer en détail comment ça fonctionne. Mais avant ça, il faut comprendre une chose, le grand domaine, en fait, si vous voulez, l'intelligence artificielle, on peut imaginer que c'est réparti en plusieurs grands domaines. Vous allez avoir de l'intelligence artificielle qui va traiter du texte, ce qu'on appelle le NLP, le Natural Language Processing. Et là, ce dont on va parler de l'intelligence artificielle qui traite notamment et qui produit notamment des images qui s'appellent le computer vision. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 2011, d'accord, c'est vraiment le computer vision qui a permis à l'intelligence artificielle de prendre toute son ampleur, en fait, toute sa dimension qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est très visuel. D'accord. L'humain, si je vous dis une pomme, d'accord, vous allez d'abord penser à une image de pomme et après vous allez penser à un texte pomme. D'accord. Mais la première chose qui vous vient, c'est limite animal, quoi. C'est pour ça qu'on apprend aussi comme ça quand on est enfant. C'est le fait d'utiliser, de tout visualiser constamment avec des images. Oh, et je vois qu'il y a Machine Narnia. Salut Guillaume dans le chat. Et salut à tous. Désolé, en fait, là, vous le voyez pas, mais ça change de Twitch. Parce que du coup, il y a le chat YouTube, le chat Twitch. C'est tout. Le premier, j'essaie de vous lire au maximum. Je vais vous expliquer un peu rapidement une introduction très macro à ce qu'on appelle les CNN, les Convolutional Neural Network, d'accord, qui sont à peu près la base, si on peut dire, des réseaux de neurones pour analyser des images qu'on utilise dans le computer vision. D'accord. Je vais essayer de vous donner un peu comment on appelle ça, cet instinct. Qu'est-ce que fait un CNN? D'accord. Est-ce que dans le chat, il y en a qui savent pas du tout ce qu'est un CNN? Est-ce que vous pouvez me dire rapidement, en attendant que je bois de l'eau? Il y a une petite latence. Moi, je sais pas du tout perso. Ok, je connais pas du tout. Ok, ben je vais vraiment partir de la base. D'accord? Alors déjà, un CNN, c'est ce qu'on appelle un réseau de neurones, d'accord? À l'inverse d'autres algorithmes un peu traditionnels qu'on utilise en intelligence artificielle, comme par exemple des arbres de décision, que je peux pas bien sûr vous expliquer dans le détail ici, mais je vais essayer de vous donner l'intuition de ce que c'est un CNN. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait du traitement d'image. Moi, typiquement, en école d'ingénieur, je me suis spécialisé en computer vision. Moi, je viens d'une école d'ingénieur qui traite qui fait beaucoup de traitement de signal, aussi bien du signal sonore, radio, que tout simplement de l'image. Le fait d'utiliser le mot convolution, d'accord, une convolution, c'est quoi? Une convolution, c'est un opérateur mathématique, d'accord? Je vous laisserai regarder sur Wikipédia si vous voulez comprendre ce qui est vraiment une convolution. Si vous voulez une petite intuition pour ceux qui sont bons en maths, typiquement, la convolution de deux signaux carrés, donne un signal en forme de triangle. Je vous laisserai comprendre un peu tout ça ce soir, avant de dormir, après la SynConf, si vous voulez un petit défi mathématique. Mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est imaginer en fait un filtre de convolution. C'est comme un calque, d'accord, que vous allez prendre comme ça et que vous allez passer le long de l'image, d'accord. Et quand vous avez grosso modo une forme qui ressemble à ce calque que vous allez prendre, et ben en fait, vous allez avoir une valeur différente. Et typiquement, vous allez pouvoir créer plusieurs filtres de convolution. Typiquement, des filtres pour augmenter le contraste, des filtres pour détecter tous les contours horizontaux, des filtres pour détecter tous les contours verticaux, des filtres pour détecter les ronds, les carrés, etc., etc. Donc tous ces filtres-là,
vous pouvez les coder à la main. Ou sinon, vous pouvez demander à une intelligence artificielle de les coder. Et un filtre, en fait, ça ressemble à ce que vous voyez en jaune ici. C'est des 0, des 1, des 0, des 1, d'accord, pour pouvoir mettre en avant certains pixels de l'image. D'accord. Alors, bien sûr, encore une fois, je ne peux pas rentrer dans le détail de tout ça, mais je vais vous mettre une petite animation qui est assez intéressante pour comprendre. Typiquement, si je veux avoir un réseau de neurones qui va me trouver les yeux, d'accord, et ben en fait, je vais avoir un filtre œil, d'accord, qui va passer comme ça tout le long de l'image. Et en fait, là où je vais trouver des yeux, et bien en fait, la valeur va être ici égale à 100. Et bien en fait, un fil de convolution, un réseau de neurones convolutif, ça va faire exactement ça. C'est-à-dire que ça va essayer de trouver les bons filtres pour trouver la bonne image, pour trouver la bonne chose. D'accord. Typiquement, est-ce que tout ça dit, est-ce que jusqu'ici ça vous va? Ok, on continue. Mais vraiment, ça, en fait, ce GIF-là, c'est la meilleure explication que vous pouvez avoir en termes d'instinct pour vraiment comprendre ce qu'est un fil de convolution. Et du coup, en fait, vous allez avoir des réseaux de neurones qui vont apprendre à trouver les bons motifs pour trouver la bonne chose. Typiquement, vous voyez celui qui est ici, là, qui ressemble à un oiseau. Peut-être que ce filtre-là, s'il est trouvé sur une image, par exemple, ça veut dire ben, qu'on a bien un oiseau. Vous voyez. Ici, vous allez avoir des choses qui ressemblent à des roues, notamment des roues de voiture. Et bien, en fait, ça va être exactement la même chose pour trouver une voiture dans une image. Et donc, en fait, vous allez arriver, par exemple, pour trouver une voiture, vous allez prendre l'image, par exemple, ici d'une Tesla, appliquer tout un tas de filtres de convolution, apprendre, en fait. Le réseau de neurones va apprendre les fils de convolution. Par apprendre, on veut dire qu'il va trouver les bons 0, les bons 1 dans les matrices pour pouvoir trouver ce qui est une voiture. Et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? On fait tout ça tout simplement parce qu'il n'existe pas d'équation d'un chat. D'accord? Si je vous dis ça, prenez juste ça pour la soirée. Si vous devez retenir une seule chose pour la soirée, c'est ça. Il n'existe pas d'équation d'un chat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais je vous donne une image de chat, vous ne pouvez pas faire une équation, une courbe, ce que vous voulez, un filtre qui va pouvoir me trouver tous les chats qui existent sur la planète ou toutes les images de chats pour me dire ça c'est un chat, ça c'est pas un chat. D'accord? Parce qu'en fait, le chat, il va être de profil, de face, il va peut-être être roux, noir, avec des taches, avec une petite tête, une grosse tête, etc., etc. Donc, si vous vous amusez à faire tous ces filtres de convolution, si vous vous amusez à créer tous ces filtres à la main, vous allez avoir une infinité de chats, en fait. D'accord? Donc, le mieux, ça reste qu'un réseau de neurones, eh bien, le fasse pour nous. Et là, c'est exactement ce que fait un réseau de neurones qu'il fait avec les voitures. D'accord? Typiquement, il va trouver, en fait, un filtre de roue. Il va trouver un filtre de voiture de profil, un filtre de voiture pas de profil de face, etc., etc. Et c'est comme ça, en fait, en additionnant tout ça et en vérifiant tout un tas de formules mathématiques, qu'on est capable de savoir si c'est plus une voiture, si c'est plus un camion, si c'est plus un avion, etc., etc. Est-ce que tout va bien jusqu'ici? Alors là, je vous ai fait une introduction expéditive en 5 minutes au réseau de neurones convolutionnel. D'accord? On va essayer d'avancer parce qu'en fait, le temps, il passe très, très vite. Alors, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le Neural Steel Transfer. Donc, le Neural Steel Transfer, ça fait partie des techniques qu'on utilise pour générer de l'art, notamment avec l'intelligence artificielle. Typiquement, ici, vous allez avoir une image qui va être une image de contenu, une image de style, et en fait, le modèle va nous sortir une image qui va en fait mixer les deux. Donc, typiquement, ici, vous allez avoir ma tête avec euh, les lignes vertes de mon logo. Et ça, cette image, je l'ai générée moi avec du code. Alors d'où ça vient? Ça vient de 2015-2016, ces techniques, d'accord, notamment avec ici une université en Allemagne qui a ensuite été repris par la prestigieuse université de Stanford pour trouver en fait des méthodes encore plus avancées pour pouvoir faire ce type de choses. Et là, vous voyez à quel point ils ont réussi à bien avancer, à bien modifier en fait toutes ces approches. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est dans un domaine de recherche qui est en constante évolution. D'accord, l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning, c'est des choses qui sont en constante évolution. Donc là, vous voyez que Gatis and Hall, par exemple, ils ont proposé une approche en 2015 et en 2016, il y a d'autres chercheurs qui en ont proposé une autre. Et en fait, c'est comme ça que tout évolue. C'est comme ça, dans un cercle vertueux, qu'on va toujours réussir à faire eh bien, de meilleurs projets, de meilleurs algorithmes ben, pour le bien commun, je l'espère. Bon, on va pas parler d'éthique dans cette vidéo. Si l'éthique et l'intelligence artificielle, ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner sur ma chaîne YouTube. Désolé pour l'auto-promo. Allez, on continue. Donc, qu'est-ce que ça fait grosso modo? Si je vous donne encore une fois l'instinct, là, vous vous doutez bien que je ne peux pas vous faire une introduction générale
au deep learning en 1 heure. Mais le but du jeu, c'est vraiment que vous ayez en fait l'instinct, et si vous voulez aller chercher plus loin, et ben que vous ayez cette capacité à le faire. Ce qu'on fait en intelligence artificielle, on utilise beaucoup la fonction de ce qu'on appelle la fonction de perte, d'accord? La notion de perte, d'accord? La notion de coût, d'accord? Et le but du jeu, ça va être de trouver les différences entre les deux. Donc en fait, typiquement, vous allez prendre un réseau de neurones qui est ce qu'on appelle déjà entraîné, d'accord? Pour pas avoir à l'entraîner encore. Et en fait, lui, il va avoir des filtres, grosso modo, déjà construits. Et vous allez prendre une image de contenu, une image de style, et vous allez demander au réseau de neurones d'essayer de prédire, de créer en fait des images qui ressemblent aux deux en même temps. D'accord? Ce qui va faire en sorte que quand vous lui demandez de prédire des images, de créer des images qui vont ressembler aux deux en même temps, et ben en fait, il va réussir à faire un mix des deux images. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le neural style transfer. Et donc, vous allez réussir à avoir des choses hyper intéressantes comme ça. Moi, je trouve ça très, 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 très joli personnellement. Alors, le neural style transfer, c'est bien, mais le plus important, et les mots les plus importants ici, c'est le GAN, d'accord? Les GAN, d'accord? Ce qu'on appelle les Generative Adversarial Network, qui sont en fait un type de réseau de neurones, d'accord? Qui nous permettent de faire des choses extraordinaires et notamment qui nous permettent de générer de l'art. Je vais vous expliquer. Alors, comment fonctionnent les GAN? Alors, ça, c'est la slide, d'accord? Si vous devez en retenir une seule, retenez juste celui-là. Donc, qu'est-ce qu'un GAN? Grosso modo, il y a des GAN, il y a des architectures de GAN qui vont être différentes. Vous allez avoir, par exemple, peut-être plusieurs discriminateurs, plusieurs générateurs, pas les mêmes choses que vous allez calculer, etc. Mais grosso modo, il faut prendre comment on peut appeler ça? Il faut que vous reteniez, pardon, une seule chose. C'est qu'en fait, vous allez avoir un générateur, d'accord, qui va être en fait un réseau de neurones qui va non pas analyser des images comme je vous ai montré pour trouver en fait les filtres les plus pour trouver les filtres qui permettent de décrire en fait ce qu'on appelle les features les plus fines, d'accord, mais au contraire qui va permettre de créer des features. Donc ça veut dire qu'à la place d'avoir une couche, ce qu'on appelle une couche de convolution, vous allez avoir une couche de convolution transposée, d'accord? Pour à la place d'avoir une pyramide inversée comme ça, vous allez venir exploser les pixels pour générer des images. Vous allez avoir un autre réseau de neurones qui va s'appeler le discriminateur, qui est en fait un réseau de neurones de classification, d'accord, de classification binaire, vous pouvez dire, c'est vrai, c'est faux. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander au générateur d'envoyer des fausses images à ce discriminateur, d'accord, et en même temps, vous allez envoyer des vraies images au discriminateur. Mais par contre, vous ne dites pas au discriminateur si c'est une vraie ou si c'est une fausse image. Le rôle du discriminateur, ça va être de faire un peu la police, de dire, toi tu passes pas. D'accord? Et si jamais le générateur arrive à générer de très bonnes images, à tel point qu'elles ressemblent aux vraies images, et ben en fait, ça veut dire que le générateur a réussi à gagner et à rentrer grosso modo en boîte de nuit. Imaginez le discriminateur, c'est le videur, et donc il a réussi à bien se déguiser en vraie image. Et donc en fait, après, vous pouvez juste prendre ce générateur et créer tout simplement des images qui ressemblent à des vraies images. Donc bien sûr, ça peut être très très long. Et je vais vous montrer dans un exemple comment moi je m'y suis pris. Et ça peut prendre des heures et beaucoup, beaucoup d'argent, bien sûr. Alors, il y a une autre technique que je vais vous parler. Alors, je vais essayer de passer rapidement parce qu'en fait, j'ai pris beaucoup de retard. Il y a le pix-to-pix, par exemple, qui va en fait être le fait de prendre des images pixel par pixel pour générer de nouvelles images. Typiquement, ici, vous allez prendre une image, tac, tac, vous lui dites, ben voilà cette image, génère-moi un immeuble. Et du coup, il va vous générer comme ça un immeuble qui ressemble au descriptif que vous lui donnez. Il y a notamment Nvidia qui a travaillé sur un truc extraordinaire qui s'appelle Archigan, si je dis pas de bêtises. C'est vous lui donnez un plan de maison et en fait, il va vous générer, vous lui donnez comme ça des images de plans de maison et en fait, il va vous générer des maisons, il va vous générer des plans de maison. C'est assez incroyable. Alors, un des autres GAN très très utilisés, d'accord, c'est ce qu'on appelle le cycle GAN. C'est le fait d'appliquer. Alors, c'est plus que le neural style transfer, d'accord, parce que là, en fait, le but du jeu, vous allez transformer un cheval en zèbre, par exemple, d'accord. Donc, c'est tout un procédé complexe que malheureusement, j'ai pas le temps de vous expliquer, mais ce qu'il faut imaginer, c'est que vous allez entraîner un générateur et un discriminateur sur un cheval, et un discriminateur et un générateur sur un zèbre, et après, vous échangez les deux. Et le but du jeu, ça va être de générer un zèbre dans une forme de cheval ou des choses comme ça. Et celui que je kiffe actuellement, d'accord, et peut-être que Obvious, il peut vous en parler parce qu'eux, ils utilisent beaucoup ça en ce moment, j'ai vu un peu ce qu'ils font, c'est utiliser par exemple des technologies, ce qu'on appelle des vegan, plus un réseau de neurones qui s'appelle CLIP, qui a été fait par OpenAI, qui est un réseau de neurones en fait qui permet de bien
passer du texte à l'image. Et en fait, vous lui dites par exemple, ben, génère-moi une image de dune dans le désert avec quelques arbustes, et il va vous générer des choses comme ça. C'est assez extraordinaire. Ou sinon encore des images comme ça. Alors personnellement, j'adore cette image sur la gauche. Toujours pareil, vous lui donnez en fait des images en entrée, vous lui donnez du texte en entrée, vous lui donnez ce que vous voulez en entrée. Lui, il va faire son mix comme ça et il va vous générer des images comme ça. Alors, petit disclaimer, j'en profite. Ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez là, d'accord, c'est pas magique. Ça, c'est hyper important à dire. Tout ce que vous voyez, c'est pas magique, d'accord? Il suffit pas de cliquer sur un bouton et de dire, eh ben, allez, c'est parti, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Non, il faut savoir ce que vous faites, sinon vous allez avoir des résultats nuls, d'accord? Il faut savoir que ça demande beaucoup de temps, que ça demande quand même une expertise sur le fait de télécharger du code, sur le fait de pouvoir lire du code, de pouvoir le comprendre, etc. Même s'il y a de plus en plus d'outils qui vous permettent de vous amuser très facilement avec. Si vous voulez faire des choses vraiment poussées, etc., eh ben, il va falloir mettre les mains dans le cambouis à un moment donné. Un autre disclaimer, ça je l'ai pris d'une image de la NASA, d'un article de la NASA il y a quoi, il y a 3 jours, quoi. Je l'ai mis sur Twitter il y a 3 jours. Tout est autour des données. Sans bonnes données, vous n'allez pas avoir de bons résultats. D'accord? Les données, c'est l'élément de base en intelligence artificielle. Alors, il y a beaucoup de gens qui considèrent ça comme une barrière à l'échelle, comme une barrière à l'entrée, pardon. C'est-à-dire qu'ils ont une idée, ils disent, allez, je veux faire ça en IA, c'est parti, on y va. Et après, quand on leur demande, mais où sont les données? Eh ben, ils disent, mais je sais pas, il n'y a pas des données disponibles, etc., etc. Non, à un moment donné, à un moment donné pour les données, lol, euh, je fais des blagues tout seul. Je sais même pas si vous captez ce que je dis ou pas, mais bon, bref. C'est validé, tu peux continuer, Ok, c'est merci signé. Graven, merci du soutien. Mais à un moment donné, il va vous falloir des données, tout simplement. C'est-à-dire que si vous voulez réussir à faire un algorithme puissant, il va falloir passer des heures à essayer de récolter des données parfois à la main, à les trier, à les modifier, etc., etc., etc. Alors, je vais vous montrer une première expérience. Par contre, le temps file à un niveau astronomique. Je vais vous montrer une expérience où, par exemple, pour ceux qui sont sur Twitch, je vais pas vous l'apprendre. Pour ceux qui sont sur YouTube, ça veut dire que vous n'êtes pas sur Twitch et donc peut-être que je vais vous l'apprendre. Je vais vous montrer comment j'ai généré des emotes Twitch avec l'intelligence artificielle. D'accord? Donc, les emotes, c'est ça. D'accord? Des emotes, pour ceux qui sont sur YouTube, c'est des petites images, grosso modo, des emoticons. D'accord? Alors, déjà, j'ai dû récolter des images. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment j'ai récolté les images, mais ça a été hyper long. J'ai dû les trier à la main et j'ai récolté plus de 150 000 emotes de Twitch, d'accord, d'emotes de Twitch. Et quand je vous dis que ça a été super long, ça a été très long, d'accord. Alors par contre, pour générer des images, ici peut-être que vous allez voir le problème. Si je veux générer des emotes d'un jeu de données qui ressemble à ça, qu'est-ce que vous voyez comme problème ici? Allez-y, dites-moi. Scrappé de ouf. Non, je les ai pas scrappés. En plus, j'ai utilisé l'API de Twitch qui est incroyable pour ça. Et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir, les emotes, il vous suffit juste de récupérer un URL. Je vais vous parler rapidement de ça si vous voulez. Il vous suffit juste de récupérer un URL. Et en fait, c'est en lecture. La base de données, elle est sur un bucket S3 pour ceux qui connaissent sur AWS. Et en fait, vous récupérez juste l'URL et vous téléchargez l'image. Et en fait, c'est un genre de slash avec un nombre, d'accord, qui est en mode 300 millions, 450 000, bref, point JPG. Et en fait, point PNG, pardon, et vous récupérez l'image. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait pour récupérer l'image, j'ai juste bouclé j'ai bouclé sur de 400 000 à 500 000. Et en fait, dès qu'il y avait une image qui existait, je la récupérais. Si ça me renvoyait une erreur, eh ben, ça veut dire que l'image n'existait pas, tout simplement. Elles sont pas à classifier, sont un peu crasses, pas sur un fond blanc. Il y a des images et des graphismes. Exactement, c'est exactement ça, Tom. En fait, c'est que les images ici sont beaucoup trop différentes. Si vous voulez vous amuser à générer, il vous faut une certaine homogénéité quand même. Donc j'ai récupéré uniquement les images qui contenaient le mot love, d'accord, dans leur nom d'emote, d'accord. Donc j'ai récupéré ce type d'image et donc j'ai créé un générateur, j'ai créé un discriminateur, ce que je vous ai montré ici là pour ceux qui veulent voir un peu. Ça c'est des conv 2D transpose, d'accord. C'est pour générer des images. Et par contre, quand je veux faire des discriminateurs, une image de un réseau de neurones de classification, c'est-à-dire aller trouver
les features qui correspondent à telle ou telle chose, comme je vous ai expliqué avec les roues de la voiture. Par contre, c'est des couches de convolution, donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Et du coup, ça m'a donné ça. C'était un grand succès. Vous voyez que ça fonctionne pas du tout. D'accord? Ça fonctionne pas du tout. Et ça, c'est important à dire. Et je pense aussi dans le talk précédent, vous l'avez vu, on passe la plus claire partie de notre temps à résoudre des bugs. D'accord? On passe la plus claire partie de notre temps à chercher sur Internet quand on fait notre métier, quand on code, etc. Ça, c'est hyper important à dire. Ça n'existe pas, en fait, le développeur que vous avez en tête où vous tapez tout à la main comme ça, les deux têtes, etc. Ça n'existe pas, ça, d'accord? Donc, on échoue 99 fois et on trouve une manière où ça fonctionne. Donc après, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. Le problème, c'est que même dans les emotes love, c'était très hétérogène. Donc là, à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais sortir la grosse artillerie, c'est parti, on va se battre, bam, 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 gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré le réseau de neurones de NVIDIA, qui s'appelle le réseau de neurones Stilgan, qui permet notamment de générer les images du fameux site, si vous ne connaissez pas, vicepersonnedoesn'texist.com. À chaque fois que vous actualisez cette image, vous avez une image en fait d'une personne qui n'existe pas. D'accord? Par exemple, cette femme ici, cette fille, n'existe pas sur Terre. Et en fait, il y a beaucoup de bots sur Facebook, Twitter, Instagram, ce que vous voulez, qui utilisent des images de ce site, par exemple. Et donc, vous allez avoir des choses comme ça intéressantes. Encore une fois, aucune de ces personnes n'existe. Je vais passer un peu rapidement. Donc, j'ai fait des itérations. D'accord? Alors ici, le budget que vous voyez, c'est pas moi qui l'ai sorti de ma poche. C'est un cloud provider qui m'a dit, ben, tiens, si tu veux un petit bon, amuse-toi à faire ce que tu veux. Heureusement, parce que sinon, je n'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait. D'accord? Donc, ce que je vais vous montrer là maintenant, ça a été généré sur 4 GPU pendant 60 heures. C'est pas mal, hein? C'est mieux que tout à l'heure. C'est mieux que tout à l'heure, que du truc crasseux de tout à l'heure, c'est mieux. Après, en fait, vous pouvez choisir si vous voulez donner un vecteur aléatoire ou un vecteur un peu homogène à votre réseau de neurones pour générer quelque chose, parce qu'il faut vraiment vous dire qu'au début, vous lui donnez une image de bruit, d'accord? Et après, lui, en fait, il va modifier les pixels de ce bruit pour construire quelque chose. C'est ce que vous voyez là. Vous voyez, les pixels sont de plus en plus modifiés pour réussir à construire quelque chose qui va essayer de tromper de plus en plus le discriminateur. Et du coup, quand je prends une image un peu plus bruitée, ça me donne quelque chose comme ça. Vous voyez qu'il y a quand même une très bonne définition dans les images. Et après, à un moment donné, regardez bien, parce que là, je vous le mets en entier. Après, à un moment donné, ça va se casser. Là, ça commence à réduire la qualité. Et boum, ça s'est totalement cassé. Ce qu'il faut vous dire, c'est pas plus vous l'entraînez longtemps, plus il va apprendre bien. D'accord? Ça, c'est vraiment le truc à comprendre. C'est un peu aussi la différence entre une intelligence artificielle et une intelligence qu'on pourrait dire une intelligence humaine. C'est pas plus vous allez lire un livre, plus vous allez l'apprendre. Non, parfois, c'est ce qu'on appelle, il va diverger, le réseau de neurones. Alors, je vais passer rapidement, ça nous donne des résultats assez intéressants. Là, vous avez sur la gauche ce qui a été généré, sur la droite, des images réelles. Alors, je vais pas du tout avoir le temps de passer à la deuxième expérience. Je vais vous en parler hyper rapidement, ok? Donc ça, c'est le vegan clip que moi j'ai réalisé, ce que je vous montrais ici là. Ce dont je vous expliquais, tac, 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 tac. Voilà, ce dont je vous expliquais ici. Vous donnez un texte et il va vous générer une image. Donc moi, par exemple, j'ai mis un texte sur, j'ai pris un vegan clip, tac, et j'ai mis, par exemple, une petite fille qui pense à ce qui va arriver. D'accord? Et ça me donne quelque chose comme ça. C'est des choses assez intéressantes. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Apparemment, c'est une petite fille qui est sur son lit avec une image de BD comme ça dans les nuages et des étoiles ou des vaisseaux. Ou peut-être que c'est Starlink, c'est SpaceX, et peut-être que notre avenir, c'est juste qu'on va tous aller sur Mars. Non, j'en sais rien. D'accord? Donc voilà, c'est des choses assez intéressantes comme ça. Je vais vous expliquer aussi comment j'ai généré une peinture et j'ai fait une vidéo avec le collectif qu'on va accueillir là. Alors attendez, il faut déjà que je vérifie. Tac. Gravel, est-ce qu'ils sont connectés ou pas encore? Tout à fait. Il y a quelqu'un en tout cas de chez Obus. Ok, parfait. Et ben, dans 2 minutes, j'arrive. Et du coup, j'ai réalisé en fait tout un tas de collectes de données. Ça a été encore une fois immensément compliqué. Pendant 1 heure et demie, je vous jure que j'étais en train de supprimer des données à la main, etc., etc. Et du coup, on a généré une peinture qui est comme ça, que j'ai pas là, sinon je vous l'aurais montré avec plaisir. Elle est accrochée, elle est chez mon frère. Mais c'est une image comme ça où j'ai entraîné en fait sur des images
comment on appelle ça, où j'ai fait passer en fait des images de tableaux dans un système de détection des points d'intérêt, d'accord? Donc vous allez avoir tous les yeux qui vont être détectés, la bouche, le nez, les contours du visage, etc. Et par contre, la chose intéressante, c'est que l'intelligence artificielle a réussi à créer d'elle-même ces points. C'est-à-dire qu'au-delà de générer juste un visage, on a quand même aussi réussi à générer, elle a réussi quand même à générer ses propres points d'intérêt. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ou si je suis peut-être allé un peu trop vite, mais c'est assez incroyable. Et j'ai été assez surpris et ravi de tout ça. Je lis un peu. Je le fais, ouais, pardon, depuis tout à l'heure, il y en a qui demandent avec un langage Python. Python, je fais du Python depuis que j'ai 16 ans, j'ai 29 ans, donc ça fait, je vais pas dire parce que sinon je vais prendre un coup de vieux, mais ça fait longtemps. Ça fait 13 ans. 14 ans, je crois, 13 ans. 13 ans, ouais, super. Ben voilà, ça fait 13 ans que je fais du Python, donc je fais du full Python, mais vous pouvez aussi vous amuser à vous en générer en C ou en truc comme ça. Et on va parler, et du coup j'ai présenté tout ça au collectif d'artistes Obvious Art, d'accord, au collectif d'artistes Obvious, pardon, qui vont, il y a quelqu'un qui est de chez Obvious là, qui va nous expliquer un peu tout ça. Alors bien sûr, Obvious, c'est un collectif d'artistes français mondialement reconnu. Alors je les sauce un peu parce qu'ils sont très très humbles et ils font du travail assez incroyable. Ils vont nous expliquer un peu, eux, comment est-ce qu'ils revendent, comment est-ce qu'ils génèrent déjà ces œuvres d'art, comment est-ce qu'ils génèrent ces œuvres d'art, comment est-ce qu'ils revendent tout ça en NFT, quel est pour eux le marché du NFT, ce futur en fait du marché du NFT, et on va les accueillir, si tu veux bien, Gravel. Hello. Hello, comment ça va? Ouais, nickel, vous m'entendez bien? Ouais, en tout cas, moi je t'entends super bien, Hugo. Est-ce qu'il y a d'autres Ok. personnes qui nous entendent? On entend bien, on entend parfaitement. Nickel. Ok, très bien. Du coup, Hugo, toi, tu fais partie du collectif Obvious. J'ai fait une rapide introduction, mais si tu veux, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus le collectif pour toutes les personnes qui sont présentes? Ok, bah déjà merci beaucoup pour l'invitation et c'est cool de passer après ta présentation parce que je trouve que ça rappelle un peu les bases et tout et du coup ça va permettre d'avoir une discussion un peu plus intéressante derrière, je pense. Donc merci pour ça. Donc en gros, moi je m'appelle Hugo, je fais partie du collectif Obvious avec Gauthier et Pierre qui sont deux amis d'enfance à moi. L'idée, c'est qu'on a commencé il y a 4-5 ans à s'intéresser aux algorithmes de machine learning pour créer des visuels artistiques. On est tombé là-dessus parce qu'en fait, moi, je fais de la recherche en machine learning. Là, je viens d'avoir mon doctorat en machine learning. Et donc, à côté de la recherche, ouais, merci. Et du coup, à côté de la recherche, du coup, à côté de la recherche, je trouvais ça intéressant de pouvoir utiliser ces algorithmes pour faire autre chose que purement de la recherche pour de la robotique ou pour toutes les applications que tu as pu montrer précédemment. Et donc, on a commencé à s'intéresser à ça et on est tombé sur les GAN à peu près en 2016 et on a trouvé ça incroyable, le fait de pouvoir générer des nouveaux visuels à partir d'une base de données. Et donc, l'idée, c'est qu'on s'est dit, bon, bah, on va commencer à essayer de faire des séries artistiques avec ça. Et le truc de ouf qui nous est arrivé, c'est que dès le début de notre carrière, comme c'était nouveau et c'était un peu en vogue, on a créé une première série d'œuvres et une de ces séries d'œuvres a été sélectionnée par Christie's. Une des œuvres a été sélectionnée par Christie's pour être vendue aux enchères. Et donc, du coup, c'était un peu une première mondiale pour ce type d'œuvre d'être vendu aux enchères. Et donc, il y a eu tout un battement médiatique autour de ça, ce qui a fait exploser le prix de l'enchère et qui a donné ce résultat incroyable, surtout pour une si jeune carrière d'artiste. Donc nous, ça nous a donné pas mal de force pour ensuite continuer à faire de la création. Et donc, on n'a pas juste fait notre vente et on est parti. On était vraiment motivés pour continuer à explorer toute cette création artistique avec ces algorithmes. Et donc, depuis 4 ans, on fait ça. Et en fait, aujourd'hui, on va parler de NFT parce que l'idée, c'est qu'on fait des pièces physiques. Donc, on va créer des visuels avec toutes les techniques que tu as pu citer auparavant et faire des œuvres physiques. Mais on peut aussi, au lieu de faire des œuvres physiques pour les vendre, on peut aussi créer des NFT qui est un certificat d'authenticité sur la blockchain des œuvres. Et ces certificats d'authenticité, en gros, les gens les achètent pour posséder des œuvres digitales. Donc, c'est un truc un peu nouveau qui est beaucoup en vogue en ce moment parce qu'il y a des énormes ventes et il y a beaucoup de gens dans la crypto et dans l'art qui s'intéressent à ça maintenant aujourd'hui. Et nous, en fait, on est dans les premiers artistes français à avoir créé des NFT parce qu'on est tombé dessus en 2018. Et donc, du coup, on a été invité sur une des premières plateformes qui s'appelle Super Art.
et on a été invité dans les premiers artistes. En gros, on est les 8e artistes sur cette plateforme. Et donc, en gros, du coup, ça nous a donné beaucoup de cotes sur ce marché-là parce que, comme c'est très nouveau, il y a beaucoup de primes à l'ancienneté, au fait que les artistes qui sont là depuis longtemps sont plutôt appréciés. Et donc, voilà pourquoi on a créé Obvious. Enfin, voilà un petit résumé de ce qu'on a fait, mais on va pouvoir discuter un peu plus en profondeur. Ouais, super. Merci beaucoup pour l'intro. Graven, si tu peux passer sur la vue là, de mon écran, on va montrer un peu une œuvre d'art Ouais. de Obvious. Alors, moi, je suis fan, et je l'avais dit sur Insta, je suis pas fan. Alors, elle est magnifique, mais j'aime trop celle-là. Je la trouve cool, merci. trop belle. Du coup, ouais, c'est marrant. Donc ça, voilà, ça c'est un de nos NFT. C'est un des NFT qu'on a fait récemment. Donc cette plateforme, c'est une plateforme qui s'appelle Super Rare, sur laquelle des artistes qui sont invités à être sur cette plateforme peuvent poster des œuvres sous forme de NFT. Pour être sur cette plateforme, il faut être invité. Donc c'est une des plateformes les plus sélectes entre guillemets, parce que c'est une des premières et que ils ont une sorte de curation un peu comment dire sélective. Donc nous on est là-dedans depuis longtemps et là ce que tu vois, donc c'est un NFT qu'on a sorti il y a à peu près 2 semaines. Ça utilise en partie VQGAN plus Clip comme tu l'as dit avant, donc tu vas pouvoir rentrer du texte en entrée et ça te génère un visuel. Et l'idée de cette œuvre-là, ce qu'on a voulu faire, c'est que on a fait une série autour des rêves et des cauchemars. Et l'idée, c'est que ça, c'est un des cauchemars. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un autre algorithme de génération de texte qui s'appelle GPT-3. Donc, c'est un autre algorithme d'OpenAI aussi qui permet de générer du texte. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné à l'algorithme juste un début de texte qui dit hier soir, j'ai fait un rêve ou un cauchemar. Et ensuite, les algorithmes sont capables de t'inventer des rêves à partir de ce texte-là. Donc nous, on a fait plein d'essais pour trouver les rêves et les cauchemars qu'on trouvait les plus stylés, les plus loufoques, les plus artistiques, tu vois, entre guillemets. Et une fois qu'on a fait notre sélection, ensuite, on donne le texte du rêve avec VQGAN plus Clip. Et après, on truque avec plein de paramètres pour essayer de changer le style de l'image. Donc tu peux faire pas mal de sortes de petites modifications pour que l'image soit différente à la fin. Et à la fin, ça donne ce cauchemar-là. Et ensuite, on l'a édité dans une sorte de prompt de commande qui raconte justement le texte du cauchemar en même temps qu'il est en train de se créer. Donc voilà, ça c'est le type d'œuvre qu'on peut faire en ce moment. Et j'ai une question en tant que NFT. Quoi, excuse-moi? Ouais, j'ai une question du coup. Quand est-ce que vous vous êtes dit là, on va se lancer dans les NFT et on va pas juste passer par des circuits de revente traditionnels comme vous avez fait avec Christie's. Pourquoi est-ce que vous avez commencé les NFT? Alors, pour nous, c'est vraiment spécial dans le sens où, en fait, quand les mecs qui ont créé la plateforme Super Rare l'ont créée, donc ils l'ont créée en avril 2018, ce qui est globalement la préhistoire dans les NFT, alors que il y a que 3 ans, mais c'est très ancien en fait, parce que les NFT c'est quelque chose de relativement nouveau parce que ça a été créé grâce à la blockchain Ethereum qui permet les smart contracts. Voilà, bon là il y a plein de buzzwords, mais bon voilà, c'est pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller voir. Et donc l'idée c'est que ces gens-là ils ont créé cette plateforme et quand ils ont créé cette plateforme ils ont cherché des artistes pour être sur cette plateforme et poster des NFT. Et en l'occurrence, comme ils faisaient un truc très technologique, ils se sont dit on va inviter des artistes qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire des visuels artistiques. Et donc à l'époque, nous on n'avait pas encore fait notre enchère, mais ils étaient un peu tombés sur notre travail. Et donc ils nous ont proposé est-ce que vous êtes chaud les gars de venir sur notre plateforme, vous pouvez faire des NFT, voilà ce que c'est que les NFT. Donc c'est eux qui nous ont introduits là-dedans. Nous on les a écoutés, tu vois, on a dit ok bah écoute c'est intéressant, c'est un peu un délire parce que tu vois la réplique tout de suite quand quelqu'un apprend ce que c'est qu'un NFT, c'est mais attends, je peux juste faire clic droit, enregistrer sous et l'image elle est à moi. Exactement. Ouais, j'ai eu plein de choses. 1 million d'euros pour avoir une œuvre d'art qui est digitale que tout le monde peut avoir. Donc forcément au début on était un peu sceptique aussi, on s'est dit bah attends c'est bizarre. Puis au bout d'un moment on a réalisé que en fait c'était vraiment un moyen assuré par la blockchain de pouvoir vendre des biens digitaux. Et en fait dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, les biens digitaux, ça devient de plus en plus important. Et je comprends que tu peux rester sceptique quand même après en disant ça, mais nous, c'était aussi un moyen de vivre de notre art. Donc, c'est aussi un moyen pour les collectionneurs de supporter des artistes digitaux. Parce que les artistes digitaux, avant, ils n'avaient pas moyen de faire de l'argent.
parce que parce que tu peux pas acheter leurs œuvres et donc du coup ils peuvent pas vivre de leurs œuvres, ils doivent avoir des boulots et donc ils peuvent moins passer de temps sur leur création. Donc du coup nous quand ils nous ont expliqué tout ça, on a dit écoutez, en fait c'est intéressant, on veut bien expérimenter avec ce type de création d'art. Et du coup on a décidé de dire oui, on a posté 2-3 NFT. Et ensuite, il s'est passé 2 ans où il s'est rien passé dans le monde des NFT. Nous, on a continué à faire des NFT. On était dans la communauté NFT qui était très niche à l'époque. Et donc, voilà, il y avait des gens qui s'échangeaient des NFT, qui croyaient beaucoup en ça, mais tout le monde se foutait un peu de leur gueule, pour être honnête, parce qu'il y avait toujours ce truc de clic droit enregistré sous. Et ensuite, il s'est passé que une œuvre sous forme de NFT a été vendue aux enchères 70 millions chez Christie's en 2020. Et ça a complètement changé les choses parce que tout le monde a fait « Ah, mais d'un coup, c'est génial les NFT, en fait, c'est un truc de ouf, faut que je fasse des NFT, etc. » Et du coup, ça a lancé beaucoup de projets d'NFT. Et maintenant, ça continue vraiment d'exploser parce qu'il y a beaucoup de projets qui tournent autour de ça. Comme je vois dans le chat, il y a aussi beaucoup de spéculation parce qu'il y a des gens qui se sont enrichis en crypto très vite et qui ont décidé pour pouvoir investir leur argent, ils allaient investir dans des NFT. Tu vois, c'est un moyen, tu sais, quand tu deviens très riche, en fait, aussi, tu collectionnes de l'art, tu vois. Et pour quelqu'un qui est devenu très riche en crypto, c'était logique de acheter de l'art sous forme de NFT. Donc, voilà, après, ça a aussi créé de la spéculation, parce qu'il y a beaucoup de spéculation dans la crypto de toute manière. Mais maintenant, il y a beaucoup de musées qui sont intéressés par ça, beaucoup d'institutions publiques. C'est aussi un moyen de pousser l'art digital, comme je disais avant. Et donc, maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est en vogue. Et du coup, nous, on continue à poster des NFT. On trouve que le mouvement est intéressant, donc on continue là-dedans, même si on ne fait pas que ça, évidemment. Et du coup, j'ai 2 questions, mais je vais commencer par la première. Entre le fait de mettre une œuvre d'art en NFT, en fait, comment tu décides? Là, tu dis, OK, cette œuvre d'art, je la mets en NFT ou je la revends par un circuit classique en mode, il n'y a qu'un seul exemplaire, tu vois, parce qu'il n'y a pas 15 Joconde. Tu vois. Ouais. Donc, comment est-ce qu'à un moment donné, tu dis, celle-là, elle sera unique, je la mets en vente physique, celle-là, je préfère la mettre en NFT, même si elle est toujours unique. Comment est-ce que tu fais ce distinguo? Alors nous, chez Obvious, comme on a des œuvres physiques et des NFT, la décision, elle revient à nous. Et en fait, tu vois, dans notre production artistique, on a des choses qu'on pense qui sont plus adaptées aux NFT parce que on sait que les collectionneurs aussi NFT et la communauté NFT, elle préfère certains types de délires, des choses un peu plus technologiques, qui sont plus poussées techniquement, tandis que ce qu'on va faire dans notre production physique, c'est vraiment des choses plus fédératrices, comme les portraits classiques qu'on a pu faire, qui sont vendus chez Christie's, ou des œuvres qui sont plus, qui ont aussi un intérêt à être produits en physique. Par exemple, on a fait une série d'estampes japonaises, et on a utilisé une méthode traditionnelle d'impression japonaise pour faire l'œuvre. Vraiment. Donc, ça va dépendre un peu du type d'œuvre et de ce qu'on veut dire derrière les œuvres pour décider si on fait des NFT ou pas, quoi. Je vois dans le chat une question intéressante. Ouais, vas-y. C'est mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre que de la spéculation avec les NFT? Et donc l'idée, c'est que tu peux déjà supporter un artiste, tu vois. Donc ça, c'est un truc qui est super important, comme je disais, tu vois. T'es pas obligé tu peux juste te dire, ouais, je veux que cet artiste il continue à créer des œuvres. Je trouve que c'est trop bien ce qu'il fait, donc j'achète ses œuvres. Et sinon, ce que tu peux faire d'autre avec des NFT, c'est un peu comme le monde de l'art, c'est dire que tu as une œuvre. En fait, l'art, c'est un truc très social et c'est un truc qui montre ton statut social aussi. Donc en fait, les gens qui collectionnent des œuvres et des œuvres qui coûtent un certain argent, ils le font aussi pour pour avoir des invités chez eux, montrer leur œuvre et dire regarde, j'ai ça chez moi, ah ouais, trop bien, c'est qui? Ah ouais, c'est cet artiste, etc. J'aimerais rajouter quelque chose quand même, parce que oui, c'est vrai que on voit souvent ce genre de réflexion de style ouais, c'est juste t'as l'image, c'est bien. Mais en fait, non, mais ça peut être matérialisé par plein d'autres choses dans l'avenir. Les NFT, c'est par exemple, moi, la collection que je vais faire, ça va permettre d'accéder à un club privé, justement, un club privé, mais ça peut être plus tard des NFT où tu as ton billet pour aller voir ton match de foot qui est en NFT, où tu peux échanger à quelqu'un. En fait, à première vue, quand tu vois ça la première fois, tu dis mais c'est juste des images où tu spécules. Mais il y a tellement de possibilités. En fait, il faut juste prendre du recul sur le fait que ce n'est pas une image, mais c'est un outil digital que tu peux échanger qui va te donner un accès à plein de trucs, à un contenu que tu peux définir en fait.
C'est ça, ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. Mais il faut quand même rappeler qu'en gros, il y a les NFT pour l'art et purement pour l'art. Et donc ça, c'est ce dont j'ai parlé. Et là, ce que tu viens de dire, justement, c'est qu'en fait, plus globalement, les NFT, c'est pas juste pour l'art. Ça peut être appliqué à plein de choses et c'est une technologie qui va permettre de faire beaucoup de choses très intéressantes. Notamment, justement, ouais, autour d'une communauté, ça donne ça donne certains accès. Tu peux, en fait, là, maintenant, il y a beaucoup de projets dans lesquels il y a plein de NFT, genre 10 000 NFT qui ont un peu une certaine esthétique commune. Et si tu en as un, tu fais partie de cette communauté et dans la roadmap du projet, tu vas pouvoir participer à des events, mettre un truc dans une exposition, etc., etc. Donc c'est aussi une manière de fédérer les gens autour d'un certain truc. Et donc et aussi il y a plein d'entreprises maintenant qui s'intéressent à ça, comme Nike par exemple, pour les appliquer sur des produits plus classiques. Mais surtout, l'argument le plus fort pour moi, Hugo, c'est ce que tu as dit en premier argument. C'est, enfin, moi, tu vois, moi, j'ai jamais acheté d'œuvres d'art dans un musée ou je sais pas, dans une galerie ou un truc comme ça, mais pourtant, j'ai acheté des NFT. En fait, ça permet de rendre accessible la notion de propriété artistique, qui est quand même essentielle. La notion de propriété, c'est essentiel depuis toujours dans nos civilisations. Et là, moi, je pense que ça permet de démocratiser juste avec un wallet, enfin juste avec, il faut avoir des sous, il faut avoir un wallet, il faut aussi connaître un peu, s'y plonger un peu, mais ça permet au moins de démocratiser tout ça. Et d'ailleurs, j'ai une question en rapport avec tout ça. Est-ce que vous vous intéressez aux gens qui achètent vos NFT? Est-ce que vous vous dites, mais qui est cette personne en fait, ou des choses comme ça, ou vous êtes totalement détaché de tout ça? Ouais, bien sûr. Alors, les gens qui achètent nos NFT, je dirais qu'il y a un peu trois catégories. Tu as la première catégorie qui sont les anciens, tu vois, donc ce qu'on appelle les OG. C'est les premiers collectionneurs, donc ce que je te disais, les mecs qui sont là depuis 2018, qui croient de ouf là-dedans, qui maintenant sont richissimes parce qu'ils ont acheté des NFT très peu chers à l'époque, qui maintenant valent beaucoup, et c'est maintenant des collectionneurs qui sont très connus, et les grosses maisons d'enchères vont voir ces collectionneurs pour revendre des NFT. C'est des gens qui quand même qui ont atteint un statut social parce qu'ils ont poussé un mouvement et sont précurseurs d'un mouvement aussi. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, tu as des collectionneurs classiques qui achetaient nos œuvres physiques, qui maintenant entendent beaucoup parler de NFT et donc veulent acheter des NFT. Donc ça, ils nous disent « Ouais, mais comment je fais pour acheter un NFT? Qu'est-ce que c'est ?» On leur explique tout. Et s'ils sont intéressés, un jour ou l'autre, ils vont se dire qu'ils vont acheter un de nos NFT, on va les aider à faire un wallet et tout. Et après, la troisième catégorie, je dirais, c'est plus des gens qui achètent des NFT un peu moins chers parce qu'ils sont intéressés par le truc, qui veulent participer à une communauté, etc., etc. Tu vois. Donc du coup, voilà, ça donne un peu ce type de communauté. Et je vois un commentaire qui est assez pertinent, c'est que ouais, les NFT, c'est vraiment très pratique ça peut très bien être appliqué pour le gaming, notamment pour acheter des skins, par exemple, et prouver que tu as un skin. Bah, du coup, si tu as le NFT du skin, ça permet de faciliter ça. Donc, pour acheter un bien digital dans un jeu vidéo. Et ça, c'est, comme il disait, le commentaire, c'est plus concret et c'est un truc qui va beaucoup être fait. Mais du coup, imaginons le métaverse là, de Facebook. Il y aura peut-être une galerie Obvious et vous serez tous milliardaires dans vos petites réalités virtuelles et il y aura les tableaux NFT de Obvious sur les murs. Je pense pas. Plutôt... Non. Bah, je pense pas parce que nous, on est un peu contre le métaverse de Facebook pour le coup parce que tu vois, en gros, la communauté NFT, tu vois, quand Zuckerberg il est arrivé, il fait OK, je rappelle Facebook Meta et il se met à fond dans le métaverse, même s'il en parle depuis longtemps. En fait, le but de la blockchain, et les NFT ça marche avec la blockchain, c'est de remplacer ce qu'on appelle tous les services tiers, tu vois. Donc l'idée c'est qu'il n'y ait pas une entreprise qui fournisse un service, mais que ça soit une communauté entière via la blockchain qui peut faire tout simplement tout ce qu'elle veut et créer un système seulement par cette communauté. Et donc du coup, quand Zuckerberg il arrive, il dit OK, bah, Facebook va faire le métaverse, bah, en fait, voilà la décentralisation. Et donc du coup, quand Zuckerberg il arrive et qu'il fait ouais, moi je fais un métaverse. En fait, il y a déjà des métaverses open source et tout qui existent, qui sont très connus, genre CryptoVoxel, genre Decentraland. Et en fait, c'est ça les vrais métaverses que moi je trouve intéressant parce qu'ils sont poussés par la communauté. Tandis que un truc de Zuckerberg, tu vois, en plus comme on connaît un peu les politiques de Facebook, c'est pas terrible de se dire que tout ce qui est métaverse va être géré par Facebook. Voilà, ce serait un peu chiant. Mais bon, après, comme ils ont 3 milliards d'utilisateurs, il y a moyen qu'ils aient un peu une force de frappe quand ils arrivent. Et là, le NFT le plus cher que vous ayez vendu, il est à combien? Là, le plus cher qu'on ait vendu, il s'est vendu pour 10 Ethers.
Donc voilà, maintenant un Ether ça vaut 4000. Donc en gros ça fait 40 000, mais à l'époque c'était un peu moins, tu vois, c'était 25 000. Donc ce qui est aussi c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de spéculation, c'est qu'en fait comme les NFT se vendent en Ether ou en Tezos, ça dépend de la blockchain que tu vas utiliser, et la valuation de ton œuvre, elle va changer en fonction du cours de la crypto. Et donc du coup, comme les cryptos, elles ont tendance quand même à monter en ce moment, il y a une sorte de, tu vois, tes œuvres, elles prennent aussi en valeur avec le temps en termes de crypto. Et du coup, je peux revenir sur un des commentaires qui est intéressant par rapport à ce que je viens de dire. Il y a différentes blockchains pour faire des NFT. En fait, un des problèmes des NFT, c'est que pour créer des NFT, si tu le fais sur une blockchain qui est proof of work, donc comme Ether ou Bitcoin, mais Bitcoin, tu peux pas faire de NFT parce qu'il n'y a pas de smart contract. En gros, ça dépense beaucoup d'électricité de faire un NFT. C'est pour ça que nous, on a une production qui est assez limitée. Tu vois, on a créé 50 NFT depuis le début. Mais il y a des projets qui créent 10 000 NFT par exemple, tu vois. Donc il y a ce problème environnemental qui rentre en compte. Et donc il y a d'autres blockchains comme Tezos qui marchent avec un autre système qui s'appelle Proof of Stake, qui utilise 99% de moins d'électricité pour créer des NFT, qui peut être utilisé. Donc il y a et quand Ether va passer au Proof of Stake pendant la mise à jour Ether 2, ce genre de problème sera résolu. Mais pour l'instant, il y a un problème quand même au niveau de l'environnement avec les NFT. C'est un truc à prendre en compte, je pense. Oui, je vois. Et alors là, on a parlé de génération d'œuvres d'art avec l'intelligence artificielle. Il faut aussi, c'est important de le dire et de le rappeler, parce que peut-être qu'il y a des total néophytes dans le chat. Vous pouvez vendre n'importe quoi en NFT, pas obligatoirement des œuvres d'art générées avec l'IA. Est-ce que tu as déjà eu des polémiques, des débats avec des gens qui disent mais moi j'ai galéré pendant 150 heures pour faire mon dessin, toi c'est un truc généré par une IA, c'est pas toi qui l'as fait. Est-ce qu'il y a déjà eu des dramas comme ça? Ouais, ça on l'a beaucoup eu. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on l'a pas du tout dans la communauté NFT parce qu'en fait les gens sont assez familiers avec la technologie. C'est intéressant ça. Ouais. Ah ouais. Ils sont super familiers avec la technologie et ils connaissent ce que c'est que l'IA, etc. Ils savent que c'est pas juste tu cliques sur un bouton et tu fais une œuvre. Donc du coup on n'a pas trop ça dans le monde des NFT, mais dans le monde physique on a beaucoup cette remarque. Et en fait nous ce qu'on dit souvent c'est que on se compare un peu au premier photographe en 1850. Donc en fait, quand la photographie est apparue, c'était une nouvelle technologie qui permettait de capturer un instant et d'avoir une image. Et en fait, il y a des gens, ils ont décidé de dire, bah attends, moi j'ai envie de faire de l'art avec ça. Et là, ils ont eu beaucoup de remarques, ouais, mais non, c'est un truc d'ingénieur, les résultats sont flous, c'est pas de l'art, ça va remplacer les artistes, etc. Tu vois. Et en fait, on s'est rendu compte maintenant aujourd'hui que la photographie, c'est un mouvement artistique à part entière, totalement accepté. Et qui n'a pas remplacé les artistes. Et en fait, nous, on pense que c'est un peu la même chose avec l'intelligence artificielle. Au début, tu penses que ouais, tu cliques et c'est bon et tout. Mais en fait, non, il y a le message que tu mets derrière, l'histoire que tu racontes, bah, c'est ça l'art aussi, tu vois. Et donc, il y en a qui sont plus ou moins bons, là-dedans. Et au fur et à mesure, ça va évoluer avec les générations d'artistes. Et il y aura des Picasso de l'intelligence artificielle avec de l'art qui seront super bons et tout. Et ce sera pas forcément nous, on est juste des pionniers parce qu'on les a utilisés parmi les premiers. Mais nous, on pense que ce mouvement, il va continuer et que de ce mouvement va émerger des grands artistes. Ouais, bah super, t'as répondu à toutes mes questions. Gravel, tu peux nous remettre en duo? On va prendre 2-3 questions du chat pour les 3 dernières minutes, s'il te plaît. Je veux bien. C'est quoi la blockchain qui coûte moins m'intégrer en vrai? Si ça vous gêne pas, je veux bien m'intégrer parce que bon. C'est quoi la blockchain qui coûte Donc ouais, je vois une question. C'est quoi la blockchain qui coûte moins d'énergie qu'Ethereum? C'est Tezos et c'est un projet qui a été français à la base, donc c'est intéressant à checker. Ensuite. Voilà, ça c'est important de le souligner. Il faut distinguer deux choses. Vous avez d'un côté les NFT et l'art. C'est pas on a mis ça à côté pour que le grand monde comprenne, mais il faut distinguer l'outil. Donc, c'est-à-dire que l'outil, c'est le NFT. On pourrait très bien utiliser un pinceau pour peindre l'art. Et l'art qui est la création qu'on a utilisé, en fait. C'est ça qu'il faut arriver à distinguer. Je ne sais pas si vous avez bien compris l'idée, mais je crois qu'il y a Après, là, on a fait un gros mix entre trois mondes, hein, il faut le rappeler, entre le monde de la blockchain, le monde de l'intelligence artificielle et le monde de l'art. Et moi, je trouve ça incroyable qu'en 2021, on puisse rapprocher
toutes ces choses dans une seule et même, dans un seul et même cas d'usage, c'est incroyable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La grosse montre, c'est une montre Swatch. C'est mon père qui me l'a offert. Tu aurais un lien vers une explication du fonctionnement des NFT? Ouais, en anglais, j'aurais. Mais il faut aller voir, sur Super Rare, ils ont une FAQ et ils expliquent à peu près tout sur les NFT. Et normalement, c'est assez clair parce que le contenu sur la plateforme, il est vraiment bien taffé. Donc, essaye d'aller voir sur superrare.co et tu essaies de voir la FAQ et normalement, tu auras beaucoup de questions. Sinon, il y a une autre possibilité, c'est que moi, j'organise une conférence à la fin des 3 jours où je vous réexplique le principe d'NFT en vous donnant un vrai exemple réel avec un rapprochement peut-être qui parlera plus justement des fondamentaux et de l'utilité, en se détachant un petit peu de l'IA pour que les gens arrivent à faire la distinction et avec un cas, vraiment un cas pratique où on crée ensemble la chose. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent redécouvrir un peu cette notion, comprendre bien ce que c'est un NFT, c'est quoi, comment on s'en sert, les frais, les trucs, les machins. Du coup, mercredi, c'est la dernière conférence qui conclut le salon. Voilà. Alors, j'en profite juste parce que je revois la question parce qu'elle elle était là aussi tout à l'heure. Pour travailler dans l'intelligence artificielle, est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un doctorat? J'ai vu tout à l'heure, etc. N'hésitez pas. Moi, j'ai pas de doctorat. Moi, j'ai fait un diplôme d'ingénieur. D'accord. Mais en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de tutos qui vous expliquent tout un tas de choses. Alors bien sûr, ce n'est pas magique. Si vous voulez réussir à générer par exemple des œuvres d'art avec l'IA, ça demande de l'expertise, d'accord, ne serait-ce que une démarche artistique, mais si vous voulez aussi la démarche technique, vous aujourd'hui avec Internet, vous êtes capable d'apprendre tout ce que vous voulez. Ça dépend du temps, d'accord, qu'il faut. Hugo a fait 8 ans d'études, moi j'ai fait 5 ans d'études. Si vous voulez y aller concrètement, n'hésitez pas. Aujourd'hui, il y a des cursus en France qui sont incroyables et des cursus d'excellence pour pouvoir vous former à tout ça. On a fini le talk. Merci encore Hugo de Obvious qui est venu encore une fois. Vous pouvez le retrouver sur Super Rare. Vous avez aussi Instagram, Twitter, etc., mais vous avez aussi le site internet Obvious. Moi de mon côté, comme j'allais dire comme d'habitude, je me crois sur Twitch, mais je suis pas sur mon Twitch. Du coup, moi c'est Defend Intelligence sur YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, etc. Je parle, comme je vous l'ai dit, je suis ingénieur en intelligence artificielle et je fais des vidéos de vulgarisation en intelligence artificielle. Et je repasse la main tout de suite à Graven qui va s'apparaître là, je crois. Merci beaucoup.